Excuse-toi auprès de ma fille d'avoir gâché son humeur. Ou part, a dit ma sœur après que sa fille de 15 ans ait jeté par terre le collier en or que j'avais acheté. Je voulais des diamants, pas ces trucs cheap, a-t-elle ricané. Maman et papa ont souri d'un air moqueur. Je n'ai pas discuté. Je m'appelle Andrew. J'ai 38 ans et, pendant la majeure partie des 2 dernières décennies, j'ai été le filet de sécurité familiale que personne ne s'est jamais donné la peine de remercier. Ça a commencé petit, $100 ici quand la voiture de maman avait besoin de réparation, $200 là quand les soins dentaires de papa n'étaient pas couverts, $500 quand ma sœur Angela avait besoin de sa caution pour un logement. Puis ça a grandi, paiement de frais de scolarité pour ma nièce Mélissa, facture médicale d'urgence, aide pour la compte, et sauvetage de vacances quand le raconte de croisière a été refusé. Au début, je tenais un registre, quand j'avais 22 ans et que j'étais assez naïf pour penser que les gens suivaient les faveurs. À 30 ans, le tableur était devenu déprimant, alors j'ai arrêté de le mettre à jour. La dernière entrée que j'avais pris la peine d'enregistrer montrait $127 000 en virement, prêt jamais remboursé, et facture que j'absorbais discrètement pour préserver la paix. Angela m'appelait son petit frère fiable en public, toujours avec ce ton affectueux qui faisait sourire les inconnus. En privé, j'étais le plan B qu'elle contactait quand son propre compte courant était à sec. Maman m'appelait son rock. Papa m'appelait pratique. Aucun d'eux ne m'appelait quand il y avait de bonnes nouvelles, seulement quand des problèmes devaient être résolus avec ma carte de crédit. Mélissa allait avoir 15 ans la semaine suivante. Angela planifiait sa fête d'anniversaire depuis des mois, parlant sans cesse de thèmes et de décorations, et d'une liste d'invités qui incluait la moitié de l'école de sa fille. Chaque réunion familiale des 3 derniers mois comportait des mises à jour sur la fête, sur combien elle devait être spéciale, sur le fait que Mélissa méritait le meilleur absolu. J'écoutais pendant ces dîners, hochant la tête aux moments appropriés pendant qu'Angela décrivait le traiteur qu'elle avait réservé et le photographe qu'elle avait engagé. J'ai remarqué que personne ne me demandait comment je comptais contribuer, ils partaient simplement du principe que je le ferais. L'attente implicite planait dans chaque conversation invisible, mais absolument présente. Alors, je suis allé chez le bijoutier mardi après-midi pendant ma pause déjeuner. La boutique était spécialisée dans les pièces sur mesure, le genre d'endroit où les vendeurs se souvenaient de votre nom et vous offraient un espresso pendant que vous regardiez. J'ai expliqué ce que je voulais, quelque chose de significatif pour une fille de 15 ans, quelque chose qu'elle pourrait porter maintenant mais chérir plus tard. Quelque chose qui marquait l'étape sans être ostentatoire. Le bijoutier m'a montré 3 options. J'ai choisi le collier en or 18 carats avec le pendentif délicat, un petit symbole d'infini incrusté de minuscules saphirs. La pièce était élégante, adaptée à l'âge, et coûtait plus cher que ma première voiture. Le bijoutier l'a emballée dans du papier crème, l'a placée dans une boîte en velours, et m'a assuré que n'importe quelle adolescente serait ravie. Je l'ai ramenée à la maison ce soir-là, me sentant satisfait, me disant que peut-être cette fois quelqu'un remarquerait la réflexion que j'avais mise dans le geste. Peut-être cette fois le cadeau mériterait quelque chose au-delà d'une obligation polie. La fête avait lieu samedi. Angela avait loué une salle privée dans un restaurant haut de gamme, le genre avec des serviettes en tissu et des menus prédéfinis. Elle avait envoyé un texto de groupe 2 semaines plus tôt avec le code vestimentaire, semi-formel. Pas de jean, pas de basket. Arrivé à 18h30 précise. J'ai repassé ma chemise vendredi soir, vérifiant doublement le col et les poignets. J'ai placé la boîte en velours dans la poche de ma veste, emballée et prête. J'ai mis 3 réveils pour être sûr de ne pas être en retard. Le samedi est arrivé avec un ciel clair et des températures douces. Je suis allé au restaurant en avance, me garant à 2 pâtés de maison pour éviter les frais de voiturier. La boîte cadeau pesait contre mes côtes pendant que je marchais, un petit poids qui semblait plus lourd à chaque pas. La salle à manger privée brillait avec des guirlandes lumineuses qu'Angela avait apportées de chez elle. Des ballons métalliques étaient regroupés dans les coins, leurs rubans traînant sur le parquet. Une table de dessert dominait un mur, couverte de cupcakes disposés en une tour élaborée. Le photographe qu'Angela avait engagé circulait parmi les invités, capturant des moments spontanés qui inonderaient plus tard les réseaux sociaux. Je suis arrivé à 18h25, 5 minutes en avance. Angela se tenait près de l'entrée, accueillant les arrivants avec un enthousiasme théâtral. Elle portait une robe argentée qui coûtait probablement plus que mes factures mensuelles. Ses cheveux étaient coiffés en vagues parfaites, le genre qui nécessite une aile professionnelle. Elle m'a vu et a souri, l'expression amicale mais distante. « Andrew, tu es là.
va trouver ta place. On fait les cadeaux après le dîner. J'ai trouvé ma carte de place à une table vers le fond, placée à côté du jeune frère de papa et sa femme, des parents que je voyais peut-être 2 fois par an. Maman et papa étaient assis à la table principale avec Angela, son mari Kenneth, et Melissa, qui portait une robe scintillante et une écharpe d'anniversaire qui captait la lumière à chaque mouvement. Le dîner s'est déroulé par étapes prévisibles. Les entrées sont arrivées. Les conversations ont bourdonné. Le photographe a pris des photos de Melissa riant avec ses amis, d'Angela ajustant l'écharpe de sa fille, de toute la famille levant leur verre pour un toast que je n'entendais pas bien depuis ma table éloignée. Le plat principal est venu et reparti. Les serveurs ont débarrassé les assiettes efficacement, leurs mouvements synchronisés et professionnels. Puis Angela s'est levée, tapotant une fourchette contre son verre de vin jusqu'à ce que la salle se taise. L'heure des cadeaux, a-t-elle annoncé, la voix pleine d'excitation. Melissa, ma chérie, viens ici. Melissa s'est approchée de la table des cadeaux, ses amis se regroupant à proximité avec leur téléphone prêt à filmer. Les premiers cadeaux étaient typiques pour une ado, carte cadeau, ensemble de maquillage, et un sac de marque qui a provoqué des cris d'approbation. Chaque objet a reçu des réactions enthousiastes, des merci livrés à la caméra avec une grâce travaillée. Puis Angela a pris ma contribution, la boîte en velours maintenant posée parmi les papiers d'emballage déchirés et les rubans abandonnés. Elle l'a tendue à Melissa avec un sourire. Celui-ci vient de l'oncle Andrew. J'ai senti mes épaules se redresser automatiquement. L'attention de la salle s'est brièvement tournée vers moi avant de revenir à Melissa pendant qu'elle ouvrait la boîte. Elle a soulevé le collier lentement, le tenant pour examiner le pendentif. Le symbole d'infini a capté l'éclairage ambiant du restaurant, les saphirs scintillant subtilement. Pendant 3 secondes, peut-être 4, j'ai cru voir de l'appréciation dans son expression. Puis son visage a changé. Son nez s'est légèrement plissé, la déception remplaçant la curiosité. Elle a regardé le collier comme quelqu'un examine un reçu cadeau pour un présent qu'il compte retourner. De l'or. Le mot est sorti plat, presque confus. Elle a baissé le collier, le laissant pendre d'un doigt comme quelque chose de contaminé. Ses amis se sont penchés, leurs expressions se calquant sur la sienne. Une fille a chuchoté quelque chose que je n'ai pas entendu. Une autre a ri doucement. La déception de Melissa s'est durcie en quelque chose de plus proche du mépris. Elle a tenu le collier à bout de bras, son jugement d'adolescente absolu et sans pitié. Puis elle l'a laissé tomber. Le collier a heurté le parquet avec un léger bruit métallique, la chaîne formant un petit cercle doré près de ses pieds. Personne n'a bougé pour le ramasser. L'appareil photo du photographe a cliqué, capturant le moment pour la postérité. Melissa m'a regardé directement, son expression communiquant exactement ce qu'elle pensait de mon cadeau. Je voulais des diamants, pas ces trucs cheap. La salle est devenue silencieuse. Pas le silence respectueux qui suit un toast sincère, mais le calme gênant qui apparaît quand quelqu'un franchit une ligne que personne n'attendait. Plusieurs invités se sont agités sur leurs chaises. Les amis de Melissa ont échangé des regards, soudain incertaines de rire ou de détourner les yeux. J'ai attendu qu'Angela corrige sa fille, qu'elle rappelle à Melissa la gratitude, les bonnes manières de base, la façon appropriée de recevoir un cadeau indépendamment des préférences personnelles. J'ai attendu que quelqu'un à cette table principale reconnaisse qu'une adolescente de 15 ans venait d'appeler un collier en or 18 carats, cheap, tout en le jetant par terre dans un restaurant. Angela a croisé les bras à la place. Son expression est passée de la surprise à quelque chose de plus dur, plus défensif. Elle m'a regardé avec une pointe que je reconnaissais des disputes d'enfance, la posture de la grande sœur qui signifiait qu'elle avait choisi un camp, et ce n'était pas le mien. « Excuse-toi auprès de ma fille d'avoir gâché son humeur », a-t-elle dit, sa voix portant dans la salle silencieuse. Maman et papa étaient assis de chaque côté d'Angela, leurs réactions se déroulant dans un silence synchronisé. La bouche de papa s'est incurvée en un petit sourire moqueur, l'expression qu'il prenait quand il trouvait quelque chose amusant en privé. Le visage de maman portait une énergie similaire, amusée plutôt qu'horrifiée, regardant la situation se dérouler comme si c'était un théâtre de dîner organisé pour son plaisir. Aucun d'eux n'a parlé. Aucun n'a suggéré que Melissa devrait s'excuser pour son comportement. Aucun n'a reconnu que leur petite fille venait de rejeter publiquement un cadeau qui coûtait plus que leurs courses des 3 derniers mois combinés. Je suis resté parfaitement immobile, le bruit ambiant du restaurant revenant progressivement pendant que les invités reprenaient leur conversation discrète. Ma veste semblait soudain trop chaude.
le bord de la table pressé contre mes paumes où j'avais posé mes mains pour me stabiliser. Angela attendait, ses bras croisés et son sourcil levé rendant son attente claire. S'excuser ou partir. C'étaient mes options, livrées devant 50 témoins avec des caméras prêtes à documenter ce qui se passerait ensuite. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le parquet. Tous les yeux de la salle ont suivi mon mouvement, la curiosité se mêlant à l'embarras d'autrui. Je me suis dirigé vers l'endroit où le collier gisait abandonné par terre, son or 18 carats captant une lumière qui semblait trop vive, trop révélatrice. Je l'ai ramassé soigneusement, laissant la chaîne glisser entre mes doigts avant de le replacer dans la boîte en velours. Les saphirs scintillaient encore. La facture restait impeccable. Rien n'avait changé dans le collier sauf la perception qu'en avait tout le monde. Jugé et rejeté par une adolescente qui pensait que l'or signifiait cheap. J'ai fermé la boîte avec un petit clic qui m'a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Puis j'ai marché vers la sortie, mais pas mesuré et délibéré. Je n'ai pas regardé Angela. Je n'ai pas reconnu les sourires moqueurs assortis de mes parents ni l'expression satisfaite de Mélissa. Je suis simplement parti, la boîte en velours bien rangée dans la poche de ma veste d'une valeur de $1200 que ma nièce ne porterait jamais. J'ai conduit jusque chez moi en silence, la radio éteinte, les lumières de la ville défilant floues devant mon pare-brise. Mes mains serraient le volant plus fort que nécessaire, les jointures pâles contre le cuir sombre. La boîte en velours était posée sur le siège passager où je l'avais placée après avoir démarré la voiture, un petit rappel de l'humiliation de la soirée. La bijouterie n'ouvrirait pas avant lundi matin. Je devrais attendre 2 jours avant de pouvoir rendre le collier. 2 jours à regarder ce papier d'emballage crème et à me souvenir de l'expression dégoûtée de Mélissa quand elle l'a laissé tomber. J'ai garé ma voiture dans le garage de mon immeuble et pris l'ascenseur jusqu'à mon étage, le bourdonnement mécanique remplissant un espace que mes pensées n'avaient pas encore tout à fait occupé. Mon appartement m'attendait exactement comme je l'avais laissé, comptoir propre, étagères organisées, tout à sa place désignée. L'ordre soigneux que je maintenais parce que contrôler mon environnement était contrôler quelque chose. J'ai posé la boîte en velours sur le comptoir de la cuisine et l'ai fixée longuement. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le compte du fonds d'urgence est apparu en premier quand je me suis connecté à mon portail bancaire. Je l'avais créé 6 ans plus tôt, peu après l'hospitalisation inattendue de papa qu'il avait laissé avec des factures non couvertes par l'assurance. Angela m'avait appelé en panique, parlant d'huissier, de score de crédit et de comment ils avaient besoin d'aide immédiatement. J'avais ouvert un compte d'épargne à haut rendement cette nuit-là, l'alimentant de $10 000 et mettant en place des virements mensuels automatiques. Le solde avait augmenté régulièrement depuis, 15 000, 20 000, 35 000. Chaque mois, $300 passaient de mon compte courant dans ce filet de sécurité. De l'argent que ma famille pouvait utiliser en cas d'urgence et ils l'avaient utilisé cette fois en 6 ans. Co-paiements médicaux, réparation de voitures, revers professionnel de Kenneth nécessitant un pré-relais, la compte de croisière dont Angela avait besoin quand sa carte était plafonnée. Aucun de ces retraits n'avait été remboursé. Je n'avais jamais demandé de remboursement, jamais mentionné le déséquilibre croissant entre ce que je donnais et ce qu'il prenait. C'est ce que fait la famille, me disais-je. La famille aide sans compter. Le solde actuel affichait $42 816,43. J'ai ouvert une deuxième fenêtre, affichant les autorisations d'accès partagées que j'avais mises en place des années plus tôt. Angela avait ses propres identifiants. Maman aussi. Accès d'urgence, je l'appelais, au cas où quelque chose arriverait et qu'ils auraient besoin de fonds rapidement. Mon curseur a plané sur les paramètres de gestion de compte. J'ai pensé au visage de Mélissa quand elle examinait le collier. La déception qui avait tourné au mépris. La cruauté désinvolte d'appeler quelque chose cheap sans en comprendre la valeur. J'ai pensé aux bras croisés d'Angela, son ultimatum livré comme si j'avais été celui qui se comportait mal. J'ai pensé au sourire moqueur de mes parents amusés par mon humiliation publique, ravis que leur fils ait été remis à sa place. J'ai cliqué dans le panneau des autorisations et commencé à retirer l'accès. D'abord les identifiants d'Angela, puis ceux de maman. 2 confirmations, 2 accusés de réception que ces utilisateurs ne pourraient plus voir ni retirer de l'argent du compte. Puis j'ai initié un virement, $42 816,43 transféré du fonds d'urgence vers mon compte d'épargne principal. La transaction a été traitée en quelques secondes, laissant le compte original vide sauf le solde minimum requis pour le maintenir ouvert. J'ai fermé cette fenêtre et en ai ouvert une autre, mes registres personnels,
le suivi financier que j'avais abandonné des années plus tôt quand les chiffres étaient devenus trop déprimants. J'avais gardé les fichiers, sauvegardés sur 3 disques différents. Une histoire complète de chaque dollar envoyé à ma famille depuis que j'avais commencé à travailler à 21 ans. Aide au loyer pour le premier appartement d'Angela, 1700 $. Déficit de taxes foncières de maman et papa, 3200 $. Frais de scolarité privée de Melissa, de la 6e à la 9e année, 68 000 $ sur 4 ans. Prêt de démarrage d'entreprise de Kenneth, 15 000 $. Acompte voiture d'Angela, 7 000 $. Facture médicale, paiement de services publics, prime d'assurance, frais de voyage d'urgence. Les entrées du tableur continuaient sur des pages. Chaque ligne représentait une crise que j'avais résolue, un problème que j'avais réglé, un besoin que j'avais comblé sans qu'on me le demande, parce que demander aurait signifié admettre qu'ils avaient besoin d'aide. Le total se trouvait en bas de la dernière page, 234 612 $. Près d'un quart de million transféré sur 17 ans, une somme qui aurait pu acheter une maison, financer ma propre entreprise, ou créer le genre de sécurité financière que les gens passent des décennies à construire. Au lieu de cela, elle avait financé le mode de vie de ma sœur, comblé l'écart de retraite de mes parents, et payé une éducation privée pour une nièce qui pensait que l'or était cheap. Je me suis adossé à ma chaise, fixant ce chiffre jusqu'à ce que le rétroéclairage de l'écran crée des images rémanentes en périphérie de ma vision. 234 000 $ donnés librement, jamais remboursés, jamais reconnus au-delà de merci désinvolte qui semblaient plus obligatoires que sincères. L'appartement était trop silencieux. J'entendais ma propre respiration. J'entendais le bourdonnement subtil du réfrigérateur. J'entendais les bruits de la circulation filtrée depuis la rue en bas. Des sons normaux, réguliers et les mêmes sons que j'entendais chaque nuit depuis 8 ans dans cet appartement que j'avais acheté sans l'aide de ma famille parce que j'avais été trop occupé à financer leurs besoins pour demander leur soutien. J'ai ensuite affiché mon budget mensuel, le tableur que je mettais à jour religieusement à chaque paie. Les revenus en vert, les dépenses en noir, l'épargne en bleu, et là en rouge, la ligne de contribution familiale qui persistait depuis 17 ans, 300 $ mensuels dans le fonds d'urgence, plus des montants irréguliers marqués comme prêt, cadeau ou assistance. J'ai sélectionné toute cette catégorie et changé le montant à 0. Puis j'ai ouvert ma messagerie et commencé à rédiger des messages que je n'enverrai pas avant lundi. Un au bijoutier demandant un rendez-vous pour un retour. Un à ma banque confirmant les changements d'accès que je venais de faire. Un à mon conseiller financier demandant des informations sur les structures de fiducie et les stratégies de protection d'actifs que j'aurais dû mettre en place il y a des années. La boîte en velours était toujours sur le comptoir de la cuisine, un rappel de 1200 $ que la valeur et l'appréciation n'étaient pas la même chose, que la générosité sans limite n'était qu'un autre mot pour exploitation, que le fait d'être fiable était devenu synonyme d'être jetable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je suis simplement resté assis dans mon appartement silencieux, entouré de l'ordre que j'avais créé, et j'ai commencé à calculer exactement combien le luxe coûterait quand il viendrait de leur propre poche au lieu des miennes. Le lundi matin est arrivé avec la clarté qui suit les nuits sans sommeil passées à prendre des décisions. J'avais à peine somnolé, mon esprit repassant les scènes de samedi tout en faisant simultanément des calculs sur ce qui allait suivre. Au lever du soleil, j'avais pris ma douche, enfilé mon meilleur costume, et préparé une liste d'arrêts organisés par lieu et priorité. La bijouterie ouvrait à 9 h. Je suis arrivé à 8h55, la boîte en velours dans la poche de ma veste et le reçu que j'avais soigneusement conservé dans mon portefeuille. La même vendeuse qui m'avait aidé m'accueillit avec une chaleur professionnelle qui s'estompa légèrement quand j'expliquai mon intention. Je dois retourner ceci, dis-je, en posant la boîte sur le comptoir en verre. Non porté, emballage d'origine, acheté il y a 6 jours. Elle ouvrit la boîte avec précaution, examinant le collier avec un regard exercé. L'or brillait sous l'éclairage spécialisé du magasin, ses petits saphirs captant la lumière exactement comme il l'avait fait samedi soir. Parfait état. Aucune trace d'usure. Puis-je demander s'il y avait un problème avec le bijou? La destinataire l'a trouvé inapproprié à ses goûts. L'expression de la vendeuse changea subtilement, mais de manière notissable. Elle avait probablement entendu toutes les excuses que les gens inventaient pour les retours. Elle traita le remboursement sans poser d'autres questions, créditant mon compte de la totalité des 1200 $ en quelques minutes. La transaction se termina avec un professionnalisme efficace, et je quittai le magasin 1200 $ plus riche, sans rien emporter. Deuxième étape, l'agence principale de ma banque,
à 20 minutes de route dans la circulation matinale. J'avais pris rendez-vous avec ma gestionnaire de compte, une femme nommée Margaret, qui m'avait aidé à ouvrir mon premier compte d'épargne quand j'avais 23 ans. Elle m'accueillit dans une petite salle de conférence. Le café était déjà prêt, son attitude professionnelle indiquant que ce n'était pas une visite informelle. Je dois restructurer plusieurs comptes, dis-je, en faisant glisser une liste manuscrite sur la table. Fermer l'accès conjoint sur ceux-ci, établir des blocs de transfert sur ceux-là, et j'aimerais discuter des options de fiducie pour la protection des actifs à long terme. Margaret examina la liste avec attention, son expression neutre, mais son silence suggérant qu'elle comprenait les implications. Les familles se disputaient plus souvent pour l'argent que pour tout autre sujet. Elle avait probablement facilité des dizaines de conversations similaires, des enfants protégeant des actifs contre leurs parents, des frères et sœurs coupant l'accès après des disputes. Le compte du fonds d'urgence a actuellement des titulaires d'accès conjoint, confirma-t-elle. Vous avez déjà révoqué leur permission numérique, mais nous devrions formaliser cela avec des cartes de signature mises à jour et une documentation claire indiquant que vous êtes le seul titulaire du compte avec pleine autorité. Nous passâmes 90 minutes à parcourir la paperasse, nouvelle carte de signature, révocation d'accès, et protocole de restriction de transfert empêchant quiconque sauf moi de déplacer de l'argent entre mes comptes. Margaret expliqua les structures de fiducie, les véhicules de protection des actifs, et les stratégies de planification successorale que j'aurais dû mettre en place des années plus tôt. Une dernière chose, dis-je alors que nous terminions. Je dois examiner tous les transferts automatisés en cours depuis mes comptes. Tout ce qui sort et qui n'est pas une facture à mon nom. Elle afficha la liste sur son écran d'ordinateur, tournant le moniteur pour que je puisse voir clairement. Les transferts mensuels apparurent par ordre chronologique, certains datant de plusieurs années. 3 cents au fonds d'urgence. 150 sur le compte personnel d'Angela, étiqueté comme allocation, bien que je ne me souvienne plus quand ni pourquoi j'avais commencé cela. 75 sur le compte courant de maman et papa, initié il y a 5 ans pendant une période financière difficile qui, apparemment, ne s'était jamais terminée. Annulez tout cela, dis-je, en pointant les transferts familiaux. Effectif immédiatement. Margaret prit des notes, son stylo se déplaçant rapidement sur son bloc juridique. Ceux-ci cesseront d'être traités avant la prochaine date prévue. Vous recevrez des emails de confirmation pour chaque annulation. Je quittai la banque à midi avec des comptes restructurés, des identifiants d'accès révoqués, et des transferts stoppés qui coulaient vers l'extérieur depuis des années. Le travail administratif me parut étrangement satisfaisant. Chaque signature et initiale était une petite déclaration que les anciens schémas avaient pris fin. 3e étape, une consultation avec un avocat recommandé par un collègue. Planification successorale, avait-il dit, bien que ce dont j'avais vraiment besoin était une planification de protection. Le bureau de l'avocat occupait le 15e étage d'un immeuble du centre-ville, tout en murs de verre et mobilier minimal qui communiquait une expertise coûteuse. J'expliquais ma situation en termes cliniques, des membres de la famille ayant accès au fonds d'urgence, des années de soutien financier sans accord de remboursement, et un conflit récent qui avait motivé une réévaluation de ces arrangements. L'avocat écouta sans jugement, prenant des notes occasionnelles et posant des questions clarificatrices sur les montants et les délais. Vous avez besoin d'une fiducie révocable vivante formelle, dit-il quand j'eus fini. Transférez vos principaux actifs dans la fiducie. Désignez-vous comme fiduciaire et bénéficiaire principal, et établissez des termes clairs pour tout disbursement futur aux membres de la famille. La documentation vous protège légalement et crée des limites nettes. Nous discutâmes des honoraires, des délais, et des exigences en matière de paperasse. Le processus prendrait 6 semaines pour être complété correctement, y compris les évaluations d'actifs et les transferts de titres. Je l'autorisai à commencer immédiatement, signant un accord de rétention qui ressemblait à une armure contre une future exploitation. Mercredi après-midi, je m'assis dans le petit bureau à domicile de mon appartement, entouré des dossiers que j'avais sortis du stockage, reçus, relevés bancaires, et confirmation par email chaque pièce de documentation prouvant 17 ans de soutien financier. J'avais tout organisé chronologiquement, créant une chronologie qui montrait exactement quand l'argent avait circulé et où il était allé. Les paiements de frais de scolarité pour Mélissa apparaissaient par groupe, semestre d'automne et de printemps clairement marqués. Les factures médicales de l'opération de papa étaient détaillées et datées. L'aide au loyer pour Angela était documentée par des chèques annulés et des virements bancaires. Le dépôt de l'équipage avait été rejeté, accompagné de l'avis de découvert qui avait motivé mon paiement d'urgence. Je créai des copies numériques de tout,
scannant les documents dans des dossiers organisés sur le disque dur de mon ordinateur portable. Puis je créai des sauvegardes, stockant des copies sur 2 disques externes séparés et téléchargeant des versions chiffrées sur un stockage cloud sécurisé. Preuve, pensais-je. Preuve de générosité. Documentation que j'avais rempli les obligations familiales bien au-delà des attentes raisonnables. Mon téléphone avait été relativement calme depuis samedi soir. Un seul texto d'Angela dimanche après-midi demandant si j'étais encore fâché à cause de la réaction de Mélissa sans s'excuser, sans reconnaître le comportement de sa fille, juste vérifiant si j'avais récupéré d'être contrarié. Comme si ma réponse émotionnelle était le problème plutôt que l'humiliation publique elle-même. Je n'avais pas répondu. Le message restait dans le panneau de notification de mon téléphone, non lu selon la confirmation de livraison à un petit acte de silence qui l'irritait probablement plus que n'importe quelle dispute. Pas d'appel de maman ou papa. Pas de suivi de Mélissa. Pas de reconnaissance que les événements de samedi avaient franchi des lignes qui normalement déclenchaient des conversations familiales sur le comportement et les limites. Leur silence communiquait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont ils voyaient la situation. J'étais celui qui était censé s'excuser, arranger les choses, prétendre que des cadeaux coûteux pouvaient être jetés sans conséquence, maintenir mon rôle de personne fiable qui absorbait les insultes et continuer à fournir du soutien indépendamment de la façon dont il était traité. Ce rôle s'était terminé samedi soir quand le collier avait touché le sol. Il ne le savait simplement pas encore. L'appel arriva jeudi soir pendant que je préparais le dîner. Mon téléphone vibra contre le comptoir de la cuisine, le nom d'Angela apparaissant à l'écran avec une photo d'un rassemblement familial d'il y a des années. Nous sourions tous les deux sur la photo, les bras autour des épaules l'un de l'autre, ayant l'air de frères et sœurs qui appréciaient vraiment passer du temps ensemble. Je laissai sonner 3 fois avant de répondre, la mettant sur haut-parleur pendant que je continuais à couper les légumes pour un sauté. Andrew, enfin, dit-elle, son ton suggérant que je l'avais évité plutôt que simplement ne pas prioriser son unique message texto. Il faut qu'on parle de samedi. D'accord. Le mot unique sembla la prendre au dépourvu. Elle marqua une pause, s'attendant probablement à ce que je me lance dans des excuses ou des explications. Quand je ne le fis pas, elle continua, Mélissa se sent terriblement mal de la façon dont les choses se sont passées. Tu sais comment sont les ados émotifs, dramatiques. Ils disent des choses sans réfléchir. Elle ne voulait pas te blesser. Je posai mon couteau, m'essuyant les mains sur un torchon de cuisine. Est-ce qu'elle l'a dit, ou est-ce que c'est toi qui le dis pour elle? Une autre pause. Plus longue cette fois. Je dis qu'elle a 15 ans, Andrew. Les jeunes de 15 ans ne sont pas connus pour leur tact. Tu ne peux pas l'exiger des standards adultes. Je ne l'exige d'aucun standard. Je lui ai offert un cadeau. Elle ne l'a pas aimé. Ça va. Elle a le droit à ses préférences. Alors pourquoi es-tu parti comme ça? Tu as créé une scène énorme et dramatique, en sortant devant tous ses amis et le photographe. Tu sais à quel point c'était gênant pour elle? Pour moi. Je me dirigeais vers la cuisinière, ajustant la chaleur sous ma poêle. L'huile miroitait, prête pour les légumes. Je suis parti parce que tu m'as dit de m'excuser ou de partir. J'ai choisi de partir. Je ne voulais pas vraiment que tu partes, Andrew. J'étais contrarié. Tu as embarrassé Mélissa avec ce cadeau, et j'ai réagi de manière défensive. Mais tu sais comment fonctionne la famille. On a des disputes. On passe outre. Elle a jeté un collier de $1200 par terre et l'a appelé cheap. Comment exactement est-ce que je l'ai embarrassé? Le silence s'étira entre nous, rempli seulement par le bruit des légumes frappant l'huile chaude de mon côté. J'entendis Angela expirer lentement, le son particulier qu'elle faisait quand elle essayait de contrôler sa colère. Tu vois, c'est ça le problème, dit-elle enfin. Tu te fixes sur l'argent au lieu de comprendre la situation émotionnelle. Mélissa avait des attentes. Elle parlait de diamants depuis des mois. Maman et papa le savaient. Je le savais. Tout le monde le savait sauf, apparemment, toi. Et puis tu arrives avec de l'or comme si c'était un cadeau incroyable. Et elle est censée juste faire semblant d'être ravie? Elle aurait pu dire merci et le mettre de côté. Les bonnes manières de base n'exigent pas de faire semblant de quoi que ce soit. Elle a 15 ans et j'en ai 38, ce qui signifie que je suis assez vieux pour décider que je n'ai pas à accepter d'être traité comme une poubelle par une ado ou par qui que ce soit d'autre. La voix d'Angela changea,
prenant cette intonation qu'elle utilisait quand les arguments logiques ne fonctionnaient pas et que la manipulation émotionnelle devenait le plan B, c'est vraiment à propos de samedi, n'est-ce pas? Tu punis un enfant parce que tu t'es senti embarrassé devant les gens. C'est assez mesquin, Andrew. J'ajoutais de la sauce aux légumes, le grésillement devenant momentanément assez fort pour que je doive hausser la voix. Je ne punis personne. Je prends des décisions sur mes propres limites. Limites, répéta TL, le mot dégoulinant de sarcasme. Depuis quand as-tu des limites avec la famille? Tu n'as jamais eu de limites avant. Tu as toujours été là quand on avait besoin de toi. Peut-être que c'est ça le problème. La phrase atterrit plus durement que je ne l'avais prévu, la vérité sortant avant que je puisse l'adoucir. Angela se tut à nouveau, et j'entendis des sons étouffés suggérant qu'elle avait couvert le micro de son téléphone pour parler à quelqu'un d'autre qu'Ennett, probablement, recevant des mises à jour en temps réel d'une conversation qui ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. Quand elle revint, son ton avait encore changé. Plus doux maintenant, conciliant. Écoute, je suis désolé que les choses aient dégénéré. Vraiment. Mélissa est désolée aussi, même si elle ne l'a pas encore dit. Est-ce qu'on peut juste passer outre? Peut-être que tu pourrais venir dîner ce week-end. On pourrait en parler correctement et tout pourrait revenir à la normale. C'est quoi la normale? Ne sois pas difficile. Tu sais ce que je veux dire. On est famille. La famille ne garde pas de rancune. J'éteignis la cuisinière, mon dîner prêt, mais mon appétit soudain incertain. La famille n'exige pas non plus d'excuses de la personne qui a apporté un cadeau à quelqu'un qui l'a jeté par terre. Mais apparemment, on a des définitions différentes de la famille. Alors c'est tout? Tu vas juste rester en colère pour toujours? Nous couper pour un seul incident à une fête d'anniversaire? Je n'ai coupé personne. J'ai retourné un collier que personne ne voulait, et j'ajuste la façon dont je gère mes finances. Aucune de ces choses ne t'affecte sauf s'il y a quelque chose que tu ne dis pas. J'entendis son inspiration brusque, la réalisation commençant à se former. Qu'est-ce que tu veux dire par ajuster tes finances? Exactement ce que j'ai dit. Je restructure mes comptes, je mets à jour les permissions d'accès, et j'établis de meilleures limites autour de mon argent. Des trucs de planification financière standard. Mon conseiller l'a recommandé. Le fonds d'urgence. Sa voix s'était aplatie. Accusatrice. Tu as fait quelque chose au fonds d'urgence. J'ai déplacé mon argent sur mon compte d'épargne personnel. Oui. C'est mon argent, Angela. C'est le fonds d'urgence familial. Ce n'est pas juste ton argent. C'est l'argent de nous tous pour quand les choses tournent mal. Non, dis-je doucement. C'était mon argent que j'avais mis à disposition pour les urgences familiales. Il y a une différence. Et j'ai décidé que cet arrangement ne me convenait plus. Tu ne peux pas juste le retirer. Maman et papa comptent sur ce fonds. Je compte sur ce fonds. Que se passe-t-il si l'entreprise de Kenneth a un autre revers? Que se passe-t-il si quelqu'un tombe malade? La même chose qui arrive à tous les autres qui n'ont pas de fonds d'urgence. On se débrouille avec ses propres ressources. Sa voix monta, la colère remplaçant la manipulation. C'est parce que Mélissa n'a pas aimé ton collier. Tu vas vraiment punir toute notre famille financièrement parce qu'une ado de 15 ans t'a blessé? C'est parce que j'ai passé 17 ans à fournir un soutien financier sans reconnaissance, sans appréciation, ni respect de base. Samedi a juste rendu clair que ce schéma devait s'arrêter. 17 ans. Andrew, on t'a toujours apprécié. Tu es ridicule. Quand est-ce que quelqu'un a remboursé pour la dernière fois un prêt que je leur ai donné? La question resta suspendue dans l'air, sans réponse. Je l'entendis chercher une réponse, probablement fouillant dans ses souvenirs pour trouver une seule instance de remboursement qu'elle pourrait citer. C'est différent, dit-elle enfin. Ce n'était pas des prêts. C'était la famille qui aidait la famille. Tu n'as jamais demandé de remboursement. Tu as raison. Je n'ai pas demandé. Mais j'en ai fini de donner. Je terminai l'appel avant qu'elle puisse répondre, appuyant sur le bouton rouge avec une finalité qui me parut à la fois terrifiante et libératrice. Mon dîner resta à refroidir sur la cuisinière et des légumes et de la sauce qui avait probablement bon goût mais paraissait peu appétissant dans mon état actuel. Mon téléphone commença immédiatement à vibrer avec des textos.
Angela envoya des messages de longueur paragraphe sur la loyauté familiale et comment je faisais une énorme erreur. Puis le nom de maman apparut, son texto plus court mais tout aussi accusateur. Papa se joignit 5 minutes plus tard, son message suggérant que j'étais puéril et que je devais reconsidérer mon attitude. Je mis la conversation en sourdine et terminai mon dîner en silence, chaque bouchée mécanique et sans saveur. Dehors, par la fenêtre de ma cuisine, la ville continuait sa routine du soir. Les lumières s'allumaient dans d'autres appartements. Des gens vivant des vies qui n'incluaient pas de nièces ingrates, de sœurs entitled, ou de parents qui ricanaient pendant que leur fils se faisait humilier. Quelque part dans ces autres appartements, d'autres familles se soutenaient probablement sans compter, offraient probablement des cadeaux qui étaient appréciés, et construisaient probablement des relations où le respect circulait dans les deux sens. Ce n'était pas ma famille. Peut-être que ça ne l'avait jamais été. Le collier touchant le sol samedi soir avait juste rendu impossible de prétendre le contraire. Je passais le samedi matin à assembler la documentation que j'avais déjà organisée, relevé bancaire mettant en évidence chaque transfert familial, reçu de bijouterie, paiement de frais de scolarité, facture médicale, et confirmation par email de transfert d'urgence fait à minuit quand une crise ne pouvait pas attendre le matin. 17 ans d'histoire financière compilée dans un seul dossier, à la fois numérique et physique. La version physique était sur ma table basse un classeur accordéon rouge bourré de papier, organisé chronologiquement. La version numérique vivait sur mon ordinateur portable, sauvegardé sur plusieurs disques, chiffré et sécurisé. Les deux versions racontaient la même histoire, Andrew le fiable, toujours disponible, toujours prêt à aider, ne questionnant jamais où allait l'argent ni s'il reviendrait. 234 612 $, détaillé et prouvé. Je ne savais pas encore ce que je ferais de ces preuves. Peut-être rien. Peut-être qu'elles devaient simplement exister, preuve que ma mémoire des événements était précise et que ma réaction à l'humiliation de samedi était proportionnée à des années de manque de respect accumulées. Ou peut-être que, un jour, quand quelqu'un demanderait pourquoi j'avais retiré mon soutien, je leur tendrais simplement le dossier et laisserais les chiffres parler. La première facture rebondit le mardi, les frais de scolarité de l'école privée de Mélissa, le paiement du semestre de printemps que j'avais géré discrètement pendant 4 années consécutives. Le bureau des finances envoya un email automatique à Angela et Kenneth les informant que leur mode de paiement avait été refusé et que l'inscription de leur fille était en danger. Angela m'appela 6 fois ce jour-là. Je ne répondis pas. Jeudi apporta le deuxième rebond, l'assurance habitation de maman et papa, la prime annuelle que j'avais payée depuis qu'ils avaient eu des difficultés il y a 3 ans et n'avaient jamais repris. L'avis de suspension arriva avec un langage ferme sur la fin de la couverture et l'exposition à la responsabilité. Papa envoya un texto demandant s'il y avait un problème avec ma banque. Je ne répondis pas. Le lundi suivant, l'abonnement au gym d'Angela fut suspendu pour non-paiement. Les services de streaming que j'avais ajoutés à mon compte familial disparurent tous, la connexion devenant soudain invalide. Les cotisations à l'association professionnelle de Kenneth rebondirent, mettant en péril le renouvellement de sa licence. Le fil de discussion de groupe explosa avec panique et accusation. Comment pouvais-je faire ça? La famille était censée aider la famille. C'était de l'abus financier à cause de la réaction honnête d'une ado à un cadeau. Je mis le fil en sourdine et continuai ma semaine, observant la cascade se dérouler avec un détachement clinique. Chaque paiement rebondit, chaque service suspendu, chaque message paniqué représentait un luxe qu'ils avaient apprécié en m'appelant fiable, en supposant que mon portefeuille était toujours ouvert, en ricanant quand leur fille avait jeté mon cadeau sur le sol d'un restaurant. J'ai déménagé 3 mois après la fête de samedi à un meilleur appartement dans un quartier plus calme. Le genre d'endroit que j'aurais pu me permettre des années plus tôt si je n'avais pas financé les besoins de tout le monde. La signature du bail ressembla à une victoire, mon nom seul sur les documents, mon compte bancaire finançant le dépôt sans consultation ni retrait du fonds d'urgence. Les textos familiaux s'arrêtèrent après la 6e semaine, quand Angela accepta enfin que je ne répondais pas et que maman lui dit de me laisser tranquille jusqu'à ce que je revienne à la raison. Papa envoya un dernier message suggérant que je jetais la famille pour de l'orgueil. Je l'archivai sans le lire complètement. Mélissa eut 16 ans sans mon acknowledgement. La carte de Noël d'Angela resta sans réponse. L'anniversaire de papa passa sans mon appel habituel. Le dossier rouge resta emballé dans une boîte que je n'avais pas ouverte depuis le déménagement. Je n'en avais plus besoin. Les preuves avaient servi leur but en existant, en prouvant que mes décisions étaient rationnelles plutôt qu'émotionnelles, justifiées plutôt que mesquines. Parfois je pensais au collier touchant le sol,
à comment un moment de cruauté adolescente avait révélé des années de manque de respect accumulées. D'autres fois je savourais simplement le silence de mon nouvel appartement, la paix qui venait de limites imposées et d'attentes réinitialisées. Désormais, le luxe venait de leur propre poche, et ma poche restait fermée, servant enfin seulement moi.